Je vous remercie. Je vous remercie de cette invitation. Effectivement, dans un environnement qui n'est pas habituel pour moi en termes, en tous les cas, d'intervention et qui me semble néanmoins extrêmement important. C'est vrai que c'est pour ça que ça a été mentionné avec Catherine Secchi qui porte, on a une formation à l'école d'architecture de Montpellier sur la question justement du lien entre architecture et environnement, et au sens, effectivement, du bien-être de chacun. Donc, je voulais, dans un premier temps, resituer un peu les choses au niveau des outils, les outils qui appartiennent aux architectes. Ce qu'on va travailler, nous, dans un premier temps, c'est la question de la matière. La question de la matière, qui est essentielle. Donc, la matière, c'est différentes matérialités. La matérialité est un élément essentiel pour arriver à construire un environnement dans lequel les gens vont évoluer. Et ça fait partie, en tous les cas, des outils premiers avec lesquels on doit travailler. Il y a effectivement des matérialités, et on tend aujourd'hui à aller plutôt vers ce qu'on peut appeler les matériaux biosourcés, des matérialités chaleureuses, dans lesquelles on va créer des environnements, des ambiances dans lesquelles les gens vont bien se sentir. Le bois, pour des maisons, on peut voir qu'on peut faire des choses assez atypiques, même en bois. C'est un refuge, là, dans un refuge de montagne qui a été fait, où la question de la posture également a été travaillée. C'est également des environnements avec, par exemple, de la pierre massive. Ça, c'est un projet que nous avons réalisé au sein de notre agence pour un collège à Morières-les-Avignon, où nous avons travaillé les murs en pierre massive du Vers, en fait, qui sont les mêmes que celles du pont du Gard, et qui apportent du coup aussi un rapport à la texture, qui crée un environnement qui est complètement différent, et on va bien le voir parce qu'on l'a marié aussi avec des éléments de béton, donc quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, brut. Et donc, ça permet aussi d'avoir quelque part ce rapport à la matière particulier dans un lieu d'éducation. Un autre projet qui a été réalisé en pierre massive, c'est un centre de formation apprentis. Donc, vous voyez aussi qu'il n'y a pas de notion... c'est la question du matériau noble peut être fait de partout. Et on se rend compte aussi que dans ces espaces comme ça, où on a un rapport à la matière qui est différent, il y a un respect de l'environnement et aussi un respect du lieu qui est totalement différent. Ces deux établissements que je vous montre, celui-ci a été réalisé en 99, l'autre plus récemment en 2003. Il n'y a aucune dégradation à l'intérieur du bâtiment aussi. Et cette question de la matérialité, alors, la pierre peut se graffer au même titre que le reste, mais néanmoins, il y a un respect et un rapport qui se crée et qui constitue aussi les conditions d'un environnement dans un lieu d'apprentissage. D'autres matériaux, le verre par exemple, alors là je prends des choses assez extrêmes aussi, pour que vous compreniez qu'on peut créer des environnements qui peuvent des fois aussi donner des sensations, en tous les cas, de sorte de mal à l'aise ou bizarrerie. Donc là c'est un hôtel qui est à Olot. Vous pouvez passer une nuit, c'est une expérience spatiale à faire. Comment vous vous sentez dans une bulle de verre ? Il y a pas de, c'est exactement ça. Il y a tout un travail sur du verre transparent, du verre translucide, parce que quand même, vous avez le voisin à côté. Et vous avez, donc vous voyez, une terrasse. Donc, et en même temps, comment ce rapport à la matière change notre façon d'être et de vivre un espace particulier. D'autres matériaux qui peuvent être un petit peu plus atypiques, du papier, un plafond en papier, qui change aussi le rapport au volume. Un autre outil qui est le nôtre, qui est celui de la lumière. La lumière, ce n'est pas simplement des mètres carrés en façade. La lumière, c'est une orientation, c'est une orientation, c'est une façon de capter la lumière, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Alors bien sûr, j'ai pris le Musen, hommage, respect au lieu d'accueil, et à son architecte, qui est un bâtiment assez emblématique. Mais c'est véritablement ça, c'est-à-dire qu'au-delà de la lumière, et particulièrement dans nos régions, en tous les cas méditerranéennes, ce qui fait la force de la lumière, c'est l'ombre. Et comment, en fait, on arrive à constituer des ambiances aussi lumineuses. Ça dépend aussi du rythme qu'on va donner. À quel moment on met justement ces prises de lumière et sur quelle matière elles se reflètent. Là, c'est un travail aussi avec de la pierre massive et donc du coup, on a une coloration de l'espace, on a une ambiance particulière dans laquelle on va se sentir, on va évoluer. C'est également la couleur. Là, c'est un projet au Mexique, alors même si on est sur un extérieur,
tout à fait possible et compréhensible parce qu'il y a une ambiance lumineuse aussi particulière. Peut-être chez nous, ça dénoterait un petit peu plus. Et en tous les cas, on voit que l'utilisation de la lumière et de la couleur fait entièrement partie des outils de l'architecte. Des couleurs à l'intérieur aussi, pas trop utilisées. Les architectes sont toujours assez réticents, mais néanmoins, il y a un travail très particulier. Alors après, il y a tout un champ scientifique du rapport aux ambiances et la couleur, l'influence des couleurs sur dans les années 70, soi-disant que le orange stimulait le travail, donc toutes les sécu étaient en orange. Mais voilà, je pense qu'on peut dépasser ce stade-là aujourd'hui et un peu essayer d'aller ailleurs. Mais il y a également... Donc vous voyez par exemple dans cet exemple-là qui est une crèche, le rapport à la lumière qui est à la fois par un espace qui est transparent, qui donne une vision sur un patio. En fond, vous avez des éléments translucides, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un filtre de lumière qui se fait, et de la lumière qui vient du plafond avec des éléments, des filtres colorés. Et ça constitue des environnements, des conditions du bien-être ou du mal-être, comme on a pu le voir aussi avec le verre. D'autres éléments aussi, donc pareil, quand on associe la matière, la lumière, les prises de jour, qui peuvent avoir, ça c'est une maison un petit peu spécifique certes, mais qui peut aussi donner des environnements qualitatifs dans lesquels il fait bon être. Le troisième point est l'espace. L'espace, c'est dans un premier temps la question de la proportion et de l'harmonie. On en revient aux origines, l'homme de Léonard de Vinci utilisé par Vitruve, mais c'est vraiment ça, c'est comment en fait on se sent bien dans un espace au regard des proportions qu'il a. Et ça fait partie de notre travail, de maîtriser les proportions. Ça a été repris également par Le Corbusier, vous avez pareil ici la Cité radieuse qui travaille sur cet outil-là, où il avait calé son propre modulor, où il avait des éléments de référence pour calculer la totalité des espaces. Alors bon, il s'était pris lui en référence. Ça, c'est le côté un peu égo des archis. Voilà, donc 1,86 m, moi, j'y suis pas, perso, mais on essaye de faire avec. Mais en tous les cas, ça constitue, effectivement, quand on regarde, par exemple, ces jeux de composition, penser un espace, c'est en fonction des ouvertures, des plans fermés, des rythmes qu'on va donner, c'est aussi une dilatation et un rapport à l'intimité presque de la personne. D'autres rapports, des schémas rapides pour vous expliquer en fait ces dispositifs qui sont des outils essentiels de travail avec lesquels nous, on avance sur chacun de nos projets en fonction des besoins et pour arriver aussi à constituer justement ces environnements dans lesquels il faut que les gens arrivent à vivre par la suite. On voit ici en fait cette maîtrise en fait de l'espace, le pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone, qui a été un des premiers à travailler sur la notion de plan libre, où des grands murs en fait viennent diriger l'espace et viennent ouvrir l'espace. Donc en fonction de la façon dont vous le faites, un espace petit peut paraître très grand, ou au contraire un espace très grand peut paraître petit. Le rapport à la sensation du corps est très lié à ces notions de proportion. Vous voyez ici d'autres espaces qui est fait par un architecte, par Marc Barani, très ouvert, qui au contraire va chercher l'horizontalité et va ouvrir la vue et éviter cet enfermement. Un autre qui, lui, au contraire, un peu à l'image du Guggenheim, mais ce n'est pas celui-ci de New York, retrouve en fait cet enfermement quelque part dans l'espace. Des projets au-delà de l'espace, il y a aussi la question des formes, les formes arrondies. Il y a eu tout un travail là-dessus. Ça, c'est un projet qui a été réalisé par Saarinen dans les années 60, 62 de mémoire. Et on voit aussi comment finalement on va travailler sur l'accompagnement des flux, c'est-à-dire les déplacements des gens, et pour les rendre beaucoup plus naturels, en fait. Donc, ça fait partie aussi de cette maîtrise de la forme. D'autres éléments, par exemple, un travail qu'avait développé Claude Parent dans les années 70 sur l'idée de dire pourquoi un sol devrait être plat. Pourquoi on ne pourrait pas vivre sur l'oblique et pourquoi finalement on aurait obligation de marcher à plat. Et finalement, est-ce que des topographies, même à l'intérieur des bâtiments, ne pourraient pas être des outils de comportement et d'usage différents ?
Travail qu'il a expérimenté, donc il avait fait dans ces années-là, des sols comme ça atypiques. Sa maison est comme ça, bon, ça oblige un peu à scier les pieds du mobilier en diagonale, mais ça, il a dans sa maison effectivement son salon qui est de la sorte, et donc les gens ne s'assoient plus. Ceci dit, on fait l'économie des fois du mobilier, mais on s'assoit sur un pan incliné, et on a un comportement aussi, un rapport aux autres qui est complètement différent. Ce travail fait l'écho à un travail bien plus récent. Des architectes aujourd'hui, RAF Architecture, ont travaillé sur un projet qui s'appelle End of Sitting, qui réfléchit à finalement, est-ce qu'on est obligé, quand on a un bureau, d'avoir un bureau, une chaise. On sait tous les problèmes que ça donne au corps. Et est-ce qu'on ne pourrait pas plus travailler sur des postures, les postures qui nous permettent de travailler. Et donc, ils ont développé cet espace-là qui est par des postures où les gens peuvent adopter des postures différentes en fonction de la journée, en fonction de leurs envies, plutôt que d'avoir un bureau conventionnel. Donc, cette question de la proportion de l'espace est aussi un outil fortement à développer. Ensuite, un point qu'il ne faut pas oublier, ce sont les contraintes. Alors on sait qu'à l'arrivée, c'est toujours la faute de l'architecte, on en a pris notre habitude maintenant, mais on parlait de transversalité, on a quand même aussi, nous, l'obligation de faire le lien entre des points positifs, mais aussi entre de multiples contraintes qui font que des fois, on ne peut pas atteindre ce qu'on envisage. D'abord, les contraintes réglementaires. Alors, je vous fais grâce de toutes vous les expliquer et j'en ai mis qu'un dixième à ce niveau-là. Certaines que vous ne connaissez peut-être pas, qui est le DTU. Le DTU, c'est la réglementation de la mise en œuvre des matériaux. Et ça paraît bête comme ça, mais par exemple, quand nous, on a fait le collège en pierre massive, en fait, le bureau de contrôle nous refusait les façades en pierre, prétextant qu'il fallait qu'on applique un DTU petite maçonnerie, donc par pain, et donc avec des joints de fractionnement tous les 3 mètres. Enfin, un truc qui était complètement absurde, même si a priori le pont du Gard n'est pas tombé depuis qu'il a été créé. On a été obligé de faire un ATEX de conception, c'est-à-dire de faire la démonstration que ce qu'on faisait, et de fait quelque part nous prendre la responsabilité de l'assemblage basique de pierres les unes sur les autres. Donc vous voyez que ces contraintes, des fois, ont du bien, parce que l'accessibilité handicapée est nécessaire, mais elle peut être, par exemple, contradictoire avec d'autres choses. Là aussi, par exemple, il aurait fallu qu'on peigne la pierre sur les angles, puisqu'en fait, quand on doit avoir 10% de différence de couleur entre 2 angles. Donc ce bâtiment entièrement en pierre, il aurait fallu qu'une face sur 2 soit peinte. Bon, voilà, on arrive aussi à des choses qui créent du coup des environnements différents, etc. La question programmatique est essentielle parce que vous, j'allais dire, on a effectivement le résultat, mais nous, en tant qu'architectes, et je crois qu'au regard de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est peut-être aussi un vrai milieu à infiltrer, si je puis me permettre de parler ainsi, parce que c'est là aussi que se décident les choses. Nous, en tant qu'architectes, on a souvent ça. Donc un programme où tout est déjà préassemblé, prédéfini, et sur lequel, en général, si vous êtes sur des bâtiments publics, vous êtes en phase concours, vous ne dérogez pas au programme, sinon vous vexez le programmiste, vous êtes disqualifié, vous perdez le concours. Donc, vous prenez le programme, vous l'appliquez à la lettre, même si vous voyez qu'il y a des absurdités dans le fonctionnement. Après, par chance, vous pouvez peut-être les faire évoluer ou pas. Et cette question de la programmation est essentielle, parce que ce n'est pas que des schémas, c'est également aussi des fiches de pièces. C'est-à-dire que chaque pièce, là, vous avez l'espace scientifique dans lequel il nous est dit les luxes sur la table, c'est tant, le matériau au sol, c'est tant, la hauteur sous plafond, c'est tant, la ventilation, c'est tant de débit, et on a zéro maîtrise de ce genre de choses. Et on se dit souvent, si quelqu'un maîtrisant des notions aujourd'hui de santé, mais pour d'autres corps de métier, pouvait être en amont dans ces éléments de programmation, on aurait aussi de meilleurs résultats par la suite et peut-être on ne serait pas à terme obligé de faire du traitement ou du préventif si bien en amont, en fait, les choses avaient été mieux gérées. Enfin, les normes et la labellisation, alors là aussi je vais vous le faire court parce qu'on pourrait faire 3 thèses dessus, mais un point qui nous arrive, qui est essentiel, qui est quand même la RT. Aujourd'hui, vous savez, on a un RT 2012, je pense que ça parle à tout le monde, on va passer en RT 2020, incessamment sous peu, a priori en 2020. Et
Les changements sont loin d'être négligeables. Bien sûr, ces questions environnementales sont essentielles. Mais en même temps, elles conduisent aussi, on parlait par exemple de la question du renouvellement de l'air. Pour une ERT 2012, ouvrir une fenêtre est une absurdité. Puisqu'en fait, vous perdez les calories que vous avez créées, vous êtes obligé de surchauffer derrière, donc grosso modo, on vous interdit d'ouvrir les fenêtres. Et on ventile tout en flux à l'intérieur pour éviter une surconsommation d'énergie. Donc en fait, on est en contradiction aussi avec des éléments essentiels. RT 2020, on passe carrément au bâtiment BEPOS. Alors, j'ai repris un schéma que j'ai trouvé qui est assez pratique. On parle de bâtiment consommation d'énergie. Vous voyez, aujourd'hui, on est à la RT 2012. Donc, on est bâtiment basse consommation. Au-dessus, on a les maisons passives, c'est-à-dire qui ne consomment plus. Et là, on va devenir en BEPOS, c'est-à-dire que nos propres... Alors, quand je dis maison, c'est maison, établissement. Tout bâtiment qui va déposer un permis devra être conforme à la RT 2020. Donc, on va produire de l'énergie. Vous voyez, Matrix, les gens attachés là qui produisent de l'énergie, ben ça sera nos bâtiments. Nos bâtiments vont devenir des piles, en fait. Et on va produire de l'énergie collectivement. Et ça, c'est important à le prendre en compte, parce qu'il y a un tas de choses qui ont été établies, qui ont été actées, qu'il va falloir appliquer, sans qu'on ait préalablement pris conscience de l'impact que ça avait, et notamment sur la question de la santé. Je vous le fais court. Donc, effectivement, des isolations renforcées, captation d'énergie solaire obligatoire, donc panneaux solaires pour tout le monde. Hein, vous n'avez même plus le choix. Donc, bon, on imagine un peu les 2-3 lobbies qu'il y a derrière aussi. Hein. Les fenêtres à haute qualité, chauffantes et rafraîchissantes. Qui a vérifié aujourd'hui l'impact d'une fenêtre rafraîchissante sur, ne serait-ce comment elle rafraîchit, comment elle... Voilà, donc on va se retrouver avec des choses, vous voyez, la ventilation et la récupération de chaleur de l'air vicié. Là, vous avez aujourd'hui des problèmes de tuyaux et de bactéries ou autres qui peuvent se mettre dans les tuyaux. Là, on va en avoir du lourd à gérer. Bâtiment BEPOS, donc ce qui signifie qu'effectivement, on produit effectivement de l'énergie, ce qui implique aussi, vous voyez, en électricité, panneaux solaires obligatoires, pompe à chaleur. Donc, il y a tout un dispositif technique qui va avec des éléments environnementaux éminemment essentiels. Mais néanmoins, tout est essentiel, mais quand on met tout ensemble, on en arrive parfois à de belles absurdités. Donc je passe, parce que pareil, sur les matériaux, en fait, on va avoir une liste de matériaux conseillés, et si vous voulez avoir votre label, en fait, vous allez être obligé de passer par ça. On a vu tout à l'heure, était présenté un projet avec c'était du pisé ou de la terre crue, je ne sais plus quel était ce matériau, je cherche la personne sur fond. La terre crue. Voilà, ça c'est des éléments éminemment essentiels, mais néanmoins il y a une problématique derrière qui est la filière production. Aujourd'hui, est-on capable d'avoir de vraies filières économiques et de vraies filières de production sur ces matériaux biosourcés? On sait que non. Donc le temps qu'on constitue les filières qui vont avec, on va avoir aussi un décalage qui va être un peu compliqué. Alors, l'objectif de l'architecte, au milieu de tout ça, c'est quand même de créer un environnement dans lequel les gens vont plutôt se sentir bien. Et avec ces outils-là, avec toutes ces multiples contraintes, on essaye, j'allais dire, de se débattre. Je vous mets rapidement quelques exemples. Une maison, par exemple, où en fait, il y a eu une pensée sur l'espace et sur l'usage. Parce que moi, ce qui me semble essentiel, et surtout au regard de toutes ces réglementations, ce qu'on oublie essentiellement, c'est l'usage et l'usager. C'est-à-dire qu'on a des normes, on atteint des normes par des performances techniques, mais on a oublié qu'il y avait un humain au milieu et qu'à un moment, tout le monde n'est peut-être pas obligé de vivre dans 24 degrés précises. Si quelqu'un vit toute la journée dedans, si quelqu'un n'y est que 3 heures par jour, néanmoins, toutes ces normes lissent complètement cet élément-là et on oublie l'usage. Donc cette question de l'usage est essentielle. Donc là, par exemple, un architecte avait travaillé sur l'idée de dire la maison conventionnelle, il y a un dedans, un dehors. Et en fait, et si on transformait cet usage et on travaillait sur des espaces intermédiaires, des espaces de l'entre-deux. Et donc, alors je vous ai mis qu'une image, il a réalisé cette maison qui est un peu comme une poupée gigogne, en fait, où à un moment, on a un rapport à l'environnement, on a un patio, on a un jardin intérieur. Alors, c'est à Tokyo, en plus, ça permet de créer un environnement protégé de tout l'environnement qu'il y a autour.
et de reconstituer une sorte de cocon. Et donc, on est à la fois dedans, à la fois dehors, et donc ça constitue un autre rapport aussi à l'espace. Repositionner la nature, la question, on parle souvent de réintroduire la biodiversité dans les villes, le rapport à la nature intérieure-extérieure aussi. Vous voyez ici qu'on va se retrouver avec un espace plus apaisé autour d'un patio, si on a la possibilité aussi d'avoir ce champ de vision particulier. D'autres projets un peu spécifiques, ça c'est un projet qui avait été fait par l'agence Jourda Perrodin à Herneux, donc c'est dans la Ruhr en Allemagne, et l'objectif était de créer un climat, le climat de Nice au milieu de la Ruhr. Mais ils y sont arrivés. Bon, il manque un peu de soleil, mais ils sont arrivés. Mais par une enveloppe bioclimatique aussi. Et travailler sur des enveloppes, c'est un très gros bâtiment, hein, c'est un département du ministère, mais constituer une enveloppe dans laquelle, en fait, aussi, vous vous dessaisissez de toutes les autres problématiques, étanchéité et autres, sur les bâtiments que vous faites après à l'intérieur, offrez cette liberté par un travail de panneaux photovoltaïques sur le toit qui crée des jeux d'ombre et de lumière aussi. Donc en fait, il y a aussi cette idée de possibilité de reconstituer des environnements. D'autres projets, des maisons, alors bien sûr, on est sur des maisons un peu atypiques, sur des sites atypiques, on n'est pas sur des maisons classiques. Tout le monde voudra avoir un terrain comme ça pour construire sa maison, mais néanmoins, ce rapport à l'environnement reste essentiel. Un autre projet est dans le domaine des bureaux aussi, c'est un point éminemment important. Ça, c'est fait à Saint-Jean-de-Luz, donc on ne peut pas dire que c'est un truc très hors de France ou autre. Et c'est le siège social de Quicksilver qui a été réalisé par Patrick Arotcharen, qui est un architecte de basque. Et dans cette idée de dire, alors eux, la volonté était aussi de management, de dire Quicksilver, c'est la Californie. Comment je fais venir le top du top, passer le centre de R&D de Quicksilver de Californie à Saint-Jean-de-Luz où il pleut toute l'année. Donc il a fallu un peu sortir de la réflexion. Et l'architecte a été un outil de cette réflexion, en constituant justement un lieu qualitatif, un lieu de vie. Et on voit ici, ça c'est les bureaux, donc les gens travaillent dans cet environnement bureau. Donc vous voyez, il y a aussi pourtant c'est des bureaux avec les normes françaises, tout est bien dans tout ce qu'il faut. Et là, l'espace restauration du bureau et du siège social. Donc c'est possible, mais c'est un accompagnement, j'allais dire, collectif. Parce qu'il faut qu'il y ait une demande en amont, il faut qu'il y ait un maître d'ouvrage qui accompagne aussi cette démarche. Et derrière, un travail avec les utilisateurs. Un dernier projet que je voudrais partager avec vous, c'est une école qui a été réalisée au Japon, une école maternelle, et qui est sur un dispositif un peu atypique, qui fait un peu cas, dans cette idée de changer l'idée de c'est quoi une école. Et déjà, ils ont pris la cour et ils l'ont mis sur le toit. Et donc, alors c'est parti du fait, l'histoire veut, parce qu'on est aussi très fort après pour raconter des histoires, que les architectes, voyant leurs enfants tourner en rond et courir toute la journée, se sont dit, on va faire une cour ronde, et comme ça, ils vont pouvoir courir. On prépare les futurs athlètes au JO japonais, et donc ils font des courses sur la totalité. Donc ce rapport aussi à la cour qui est différente, à l'espace de jeu, on les voit ici en fait, le rapport avec le toboggan qu'on va retrouver. Alors il y a plein de choses, par contre vous oubliez, hein, chez nous c'est pas possible. On évoquait le fait de revégétaliser les cours d'école. Là ils ont des bacs à sable, enfin c'est l'horreur hein, pour chez nous, des trucs dans lesquels nous on a survécu mais qui est plus possible aujourd'hui. Donc un rapport à l'espace aussi différent, bien plus ouvert. On voit que la norme voudrait qu'on ait des salles de classe fermées pour que les enfants se concentrent, alors que bien au contraire, là il y a une véritable dilatation de l'espace, des espaces de jeu où ils expérimentent, où du coup il y a de l'éducation physique aussi quelque part qui se fait. Ils grimpent aux arbres, ils doivent tomber aussi, se relever. Donc on voit ici cette transversale en fait sur la cour qui peut aussi s'ouvrir et complètement pénétrer dans l'espace de travail qui est associé également à un patio particulier. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on m'a demandé de faire assez court, mais c'est vraiment l'idée que je voulais vous faire passer de à la fois les outils, la multitude de contraintes et les points durs qui font que des fois ça coince plus qu'autre chose, mais ce qui est surtout important, c'est que
tout ça est possible s'il y a des volontés communes. Et c'est vraiment cette notion, un projet, un lieu n'existe pas sans de multiples acteurs qui vont tous dans le même sens. Et ça va aussi de la réglementation et de tous ces éléments. Donc il faut pouvoir aussi démanteler un tas de choses en amont. Je vous remercie.